L'exposition Hiatus, Humain, Intelligence artificielle, Terre, Utopie, Science, est un co-commissariat Puzzle et Centre Jacques Brel. L'exposition se tient du 28 janvier au 6 mars 2021 à Puzzle. Pour cette exposition, nous avons réfléchi aux nouvelles innovations techniques qui occupent une place croissante dans notre quotidien. Elles fascinent, tout en effrayant à la fois par les possibilités qu'elles offrent. Une contradiction que nous explorons avec notre premier temps fort de l'année, Hiatus. L'art et les progrès technologiques avancent main dans la main. Le plateau de Puzzle. Nous sommes réunis ici pour présenter l'exposition Hiatus qui commence aujourd'hui même. C'est une exposition sur la thématique de l'art et de la science, dans laquelle nous avons plusieurs artistes qui sont présents ici ce soir et qui pourront nous parler par la suite de leur travail et de leur œuvre. Nous avons aussi dans cette exposition des œuvres qui ont été empruntées au FRAC Franche-Comté et au FRAC Centre-Val de Loire. Je suis ce soir sur le plateau avec donc la directrice du Centre Jacques Brel, car l'exposition est un co-commissariat entre Puzzle et le Centre Jacques Brel. Donc, je suis avec la directrice Caroline Rinaldi du Centre Jacques Brel et Floriane Marielle Job, qui est la directrice de Puzzle. Merci de nous suivre. On va passer un petit moment ensemble ce soir avec les artistes qui vont un à un nous présenter leur travail. Mais tout d'abord, Caroline Rinaldi va nous présenter sa structure et l'exposition. Et ensuite, nous passerons la parole à Floriane Marielle. Oui, bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Nous sommes très heureux de lancer cette exposition. L'exposition Hiatus, c'est tout d'abord un projet collaboratif entre nos deux structures, donc le Centre Jacques Brel et Puzzle, qui est soutenu par la ville de Thionville ainsi que nos autres partenaires institutionnels. Cette exposition, elle présente un large panel d'œuvres qui sont donc créées par 12 artistes et collectifs d'artistes que vous allez pouvoir découvrir par la suite avec Emmanuel. Un petit mot juste pour expliquer donc que nous avons souhaité maintenir cette exposition tout d'abord en soutien aux artistes et à la création. Et nous avons par ailleurs la possibilité d'accueillir un public scolaire et donc de leur présenter. Nous allons accueillir ce public sur rendez-vous tout au long de l'exposition. Par ailleurs, cette exposition va être rythmée par des événements en ligne que nous allons vous proposer, table ronde, conférences, interviews. Et nous allons justement pouvoir présenter les phases de création. C'est-à-dire que alors quand on vient voir une exposition, on est surtout sur cette phase de diffusion, de présentation des œuvres. Là, ce qui nous semble intéressant, c'est de vous présenter la genèse du projet, les différentes étapes de création, et puis surtout ce travail collaboratif qui est très peu connu en fait du public. Voilà. Donc voilà, Floriane, je vous laisse. Oui, l'histoire de Hiatus, elle est assez rigolote parce qu'elle a commencé en 2019. On a voulu réfléchir au lien entre la science et l'art, et notamment comment les artistes, à travers l'histoire de l'art, s'étaient appropriés la question du futur et de l'avenir, avec une préoccupation qui nous semblait grandissante aujourd'hui dans la création, qui était la place de l'intelligence artificielle, qu'on voit émerger tout à chacun dans notre quotidien. Et en 2019, on a lancé avec Puzzle un appel à projet pour une création d'une œuvre qui sera la prochaine œuvre présentée. Et finalement, cette exposition, on devait la présenter en 2020. Et l'histoire a fait qu'on a dû l'annuler lors du premier confinement. Et finalement, aujourd'hui, au moment où on aurait voulu vous la présenter et ouvrir grand nos portes, nous sommes de nouveau contraints à vous la présenter de manière virtuelle.
Donc, malgré ces contraintes, on a, comme l'a mentionné Caroline, voulu soutenir les artistes, présenter ces travaux de résidence, de collaboration avec les acteurs du territoire. Et à travers tout ce temps d'exposition, vous pourrez vivre de manière différente, certes, mais tout aussi intense et curieuse, cette exposition autour de l'intelligence artificielle, de la science et de l'art. Emmanuel Potier, qui est responsable des arts plastiques à la ville de Thionville, assurera la modération des prochaines interventions. Merci à vous deux d'avoir introduit la soirée de ce soir à mes côtés. Nous allons donc maintenant pouvoir accueillir Barthélémy, Antoine Leuf et Antoine Messionnet, qui sont les lauréats de l'appel à candidature lancé en 2019 et que nous sommes très heureux d'avoir ce soir avec nous. Donc nous sommes maintenant avec Barthélémy Antoine Leuf et Antoine Messionnet, les lauréats donc, de l'appel à candidature 2019. Je vous remercie d'être présents ce soir, d'avoir pris le temps de venir, d'installer depuis lundi la pièce à puzzle ici. Donc je vous laisse maintenant introduire le travail que vous avez fait et nous parler de votre démarche et présenter au public l'œuvre qui est située dans la bulle forum de Puzzle. Donc allez-y, je vous en prie, vous pouvez présenter votre travail. Bonsoir, déjà merci à Puzzle de nous recevoir, je crois que c'est quand même important de le dire, parce que la période n'est pas forcément évidente, donc voilà. Donc ce qui disparaît se transforme immédiatement en éternité. C'est une installation qui tente de trouver l'iceberg qui fera consensus, c'est-à-dire l'iceberg qui mettra le plus longtemps possible à fondre. C'est une installation sur laquelle on a travaillé ensemble avec Antoine Messionnet, qui est ingénieur notamment, et puis moi, donc je suis plasticien. Et on a voulu délibérément travailler sur un espèce de parti pris qui est un peu ironique, voire totalement absurde. C'est une machine qui va sculpter donc des prototypes d'iceberg en faisant appel à un algorithme génétique. Je vais laisser Antoine un petit peu décrire cette partie-là. Les algorithmes génétiques, c'est des algorithmes qui sont utilisés dans l'industrie et en gros qui permettent de chercher une solution concrète à un problème pour lequel on n'a pas forcément de modèle physique ou pour lequel le modèle physique demanderait un temps de calcul très très long.
et cette solution, dans notre cas notamment, prend en compte le fait qu'il y a des aléas, il y a des erreurs de manipulation, il y a des glaces qui ne sont pas forcément fondues de la même façon, il y a des aléas dus à la façon dont la machine travaille, etc. Donc la machine, là, pendant toute la durée de l'exposition, va essayer de trouver par un mécanisme d'essai-erreur l'iceberg, le prototype d'iceberg qui sera le plus adapté à la fonte. Et donc ces itérations-là vont prendre en gros tous les aléas, y compris peut-être le changement de température dans la pièce, peut-être une mauvaise manipulation ou peut-être autre chose. On ne sait pas vraiment vers quoi ça va converger. C'est quelque chose qu'on avait voulu penser un peu comme un laboratoire fictionnel en fait. Après, il y a évidemment cette question qui est derrière, c'est est-ce que les technologies vont nous sauver ? Est-ce que l'intelligence artificielle et tout ce qu'on met à l'intérieur vont permettre à l'être humain de garder la tête hors de l'eau ? Ou au contraire, est-ce que l'utilisation de ces technologies peut être néfaste dans une question de réparation tout simplement du climat ? Ça, c'est une question sur laquelle moi je travaille un peu plus spécifiquement, mais c'est vrai qu'Antoine est aussi pas mal concerné par ces enjeux-là. Cette question de la réparation du climat par les technologies. Et l'idée, c'est que peut-être, on ne sait pas, petit à petit, cette machine va, en tout cas en essayant de trouver la solution, va peut-être s'arrêter d'elle-même, jeter l'éponge presque, dire non, je n'ai pas forcément de solution à apporter pour essayer de trouver l'iceberg qui fondra peut-être le plus lentement possible. Alors évidemment, il y a une question poétique aussi derrière, hein. On n'est pas sur un iceberg qu'on va aller ensemencer quelque part en Antarctique. On est sur du symbole, et ce symbole, c'est aussi toute la cryosphère qui est en train de disparaître. Et ce qui est intéressant, et ce que met cette machine en avant, c'est qu'effectivement, on trouvera peut-être un iceberg qui sera ultra optimisé, entre guillemets. Par contre, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est toute l'énergie qu'on aura utilisée en amont pour venir mettre en place cette expérience et pour la faire durer ici pendant un mois, plus toute la recherche qu'on a fait avant. Et en fait, en fin de compte, on ne sait pas si tout ça cumulé va améliorer ou pas le climat, en tout cas apporter une solution à ce problème-là. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer les étapes par lesquelles vous êtes passé pour arriver à la forme, on ne va pas dire définitive, parce que peut-être que le projet va encore évoluer, mais à la forme que vous exposez ici. On a voulu garder déjà quelque chose de l'ordre du laboratoire. Donc c'est une machine qui nécessite déjà de l'humain pour fonctionner. Donc tous les jours, il y a quelqu'un qui va être obligé de générer 3 générations d'icebergs qui vont être ensuite testés. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait garder depuis le début et qui est important pour nous, c'est que derrière un algorithme, il y a forcément nécessairement un humain. Et ensuite, on a fait plusieurs essais. Certains étaient superbes, comme un forêt qui vient percer la glace, et c'était presque trop parfait pour être vrai, mais c'était pas assez dramatique. Du coup, on a basculé sur l'idée d'utiliser éventuellement un lance-flamme. On s'est dit que ça rajoutait du dramatisme à l'histoire, mais que c'était peut-être un peu dangereux pour le public, pour arriver finalement à quelque chose qui est low-tech, high-tech. Vas-y, je te laisse prendre la part. Où voilà, on est arrivé sur l'idée d'utiliser la vapeur chaude pour sculpter la glace, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça ramenait un côté esthétiquement beau et aussi quelque chose de très industriel, entre guillemets. Ça rappelle tous les procédés de sidérurgie ou de choses comme ça, où on a des énormes volutes de fumée comme ça. Et après, pour en arriver au dispositif final tel qu'il est là, c'est-à-dire une cocotte minute sur une plaque chauffante, on est aussi passé à travers ça par plusieurs itérations, de multiples cafetières italiennes, pas italiennes, des cafetières de bar, des fer à repasser, des Karcher. Et voilà. Et au final, la solution qui a le mieux marché, c'était quelque part la plus simple et la plus évidente et presque la plus ancienne. Qui était vraiment la cocotte minute ou la chaudière des premiers trains. Enfin, c'est une mini chaudière
des premiers trains vapeur, c'est exactement les mêmes principes qui sont mis en jeu dans ce truc qui est très technologique, mais au final, la solution la plus fiable était quelque part la plus simple. Et en fait, et du coup, pour terminer là-dessus, on a gardé donc cette fameuse cocotte minute qui permettait d'identifier instantanément que c'est effectivement de la vapeur qui vient sculpter la glace. Les bras mécaniques sont évidemment motorisés un petit peu comme une CNC, donc de l'industrie. Voilà. On a gardé quand même ce langage qui est vraiment très lié à l'industrie. Il y a aussi cette question de est-ce que de l'impact finalement de l'industrie sur notre environnement. Donc c'est aussi ça qui transite dans l'installation. Mais c'était aussi cette idée de partir de quelque chose de très low-tech, entre guillemets, une cocotte minute, il n'y a pas plus basique que de faire bouillir de l'eau, et puis de l'amener vers quelque chose qui est beaucoup plus high-tech, qui a priori est très précis, puisqu'en fait c'est ça aussi l'enjeu, c'est que normalement on est censé atteindre un certain niveau de précision, mais que la vapeur d'eau, quand elle est projetée sur la glace, va créer des accidents. Et ces accidents qui sont créés vont déjà générer de l'aléatoire dans le dispositif, donc modifier petit à petit l'algorithme qui va être repris au fur et à mesure. La machine ne va pas forcément comprendre nécessairement ce qui est modifié, donc ça va créer du hasard aussi à l'intérieur de cet ADN qui va être modifié au fur et à mesure. Mais il y avait aussi quelque chose d'assez beau, c'est qu'on atteignait quelque chose de très organique finalement, et qui rappelait des formes de la glace ou de l'iceberg telles qu'on pourrait le voir dans la nature, des arrondis, des choses qui sont de l'ordre des perçages. Et c'est des choses qu'on n'avait pas réussi à avoir avec les autres prototypes de machines qu'on a mis en place. C'est des choses qu'on aurait pu avoir, mais avec des temps de fabrication très longs. Alors que là, on arrive en gros en une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes, à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose de naturel. Là où un outil hyper précis nous aurait peut-être permis d'avoir quelque chose d'approchant, mais on était sur des temps de fabrication de l'ordre de la dizaine d'heures au début. Et ça perdait ce côté poétique, justement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup encore. Et félicitations pour avoir gagné l'appel à candidature. On est très heureux de présenter votre pièce dans l'exposition Hiatus. Et voilà, je vous remercie d'avoir présenté votre travail. Beaucoup. Merci. Merci. On accueille maintenant Marion Carré pour la suite.
Voilà, donc bonsoir Marion Carré. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau Puzzle pour l'exposition Hiatus et vos pièces qui sont des impressions. Donc on a 5 impressions qui ont été réalisées en partenariat avec le service des archives de la ville et le photographe Stéphane Thévenin de la ville de Thionville. Donc je vous laisse nous parler de votre travail. Voilà, merci. Merci pour l'accueil et je tenais également à remercier également les équipes des archives qui ont pu me donner accès effectivement à plus d'une centaine de cartes d'archives de Thionville, à partir desquelles j'ai pu réaliser effectivement les images que vous avez vues défiler juste avant. Ce qui m'a intéressé tout particulièrement dans ces cartes, c'était le plan de la ville et notamment le plan assez caractéristique de ces fortifications, ce plan Vauban et ce travail le métamorphose d'une certaine façon et donne lieu à une nouvelle matérialité, un nouveau plan, cette fois-ci avec l'intervention effectivement d'une intelligence artificielle. Ce qui me tenait à cœur à travers ce sujet, c'était d'abord d'explorer la subjectivité de la carte en tant que matériau historique et archive, puisque souvent on a tendance à prendre ces cartes comme une représentation exacte du plan de la ville dans le passé. Et en fait, j'invite à porter un autre regard sur les archives et tout particulièrement sur les cartes qui sont toujours le fruit d'une interprétation, d'une perception d'une ville qui est retranscrite avec les moyens aussi d'une époque. Par exemple, pour ce qui est des cartes de Paris, on a commencé à représenter assez tardivement, vers le XVIe siècle, Paris à l'époque de l'Antiquité. Donc il y a souvent un décalage en fait dans les cartes. Mais c'est vrai, quand on les reçoit aujourd'hui, les cartes historiques, on a tendance à les prendre pour ce qu'elles sont. Et donc voilà, j'invite à réinterroger tout ça. Et c'est vrai que cet aspect subjectif, il existe aussi dans la façon dont on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour encrypter d'une certaine façon des visions du monde comme on l'a encrypté avec des cartes. Il y a un véritable parallèle, je trouve, à faire entre les deux. Et du coup, voilà, c'est ce travail, en fait, donc en nourrissant la machine de toutes ces cartes, ça vient créer une sorte de nouveau plan de la ville qui évolue cette fois-ci non plus au fil du temps, comme c'est le cas habituellement, mais au fil des itérations de l'algorithme. Et j'aime bien cet enchevêtrement de racines, les fortifications qui se transforment en racines et en beaucoup d'autres choses. Tout à l'heure, on m'a parlé par exemple de dragons, quelqu'un qui avait vu ces images. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse d'une façon ou d'une autre y reconnaître ce qu'il souhaite et avoir sa propre lecture de ces cartes. Et il y a autre chose aussi que j'interroge à travers ça, c'est que je parle moi-même de cartes, mais finalement, est-ce que ce sont des cartes ? On peut se poser la question, qu'est-ce qui est carte, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et donc voilà, c'est les sujets que je cherchais à aborder à travers ce travail. Oui. Merci, mais en tout cas, ce sont des images qui sont très très intéressantes, à la limite de l'abstraction, presque de la peinture, on y voit. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à avoir cette idée de travailler les cartes de Paris? C'est les premières cartes que vous avez utilisées. Et comment fonctionne votre intelligence artificielle finalement, l'algorithme? Est-ce que vous l'avez créé vous-même ou vous l'avez créé avec un partenaire? Pour commencer sur un peu la jeunesse de tout ça, je me suis un peu intéressée, j'ai commencé par m'intéresser à la façon dont historiquement, qu'est-ce qu'on faisait des cartes, quel usage on en avait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous semble assez évident d'utiliser une carte par exemple pour se repérer, mais finalement, au tout départ, les cartes ne servaient pas nécessairement à ça. Elles pouvaient servir notamment à faire le portrait d'une ville. Et donc quand on parle de portrait, on a vraiment cette idée de perception. Et donc c'est ça que j'ai cherché à retrouver à travers ce travail, c'est de faire le portrait d'une ville. Et donc qui est le fruit d'une interprétation, et cette fois-ci d'une interprétation qui passe en partie par le travail de l'intelligence artificielle. Et donc ce que j'ai utilisé en termes d'algorithmes, c'est des algorithmes qui sont assez utilisés, on appelle ça des
des GAN, donc c'est l'acronyme de cette espèce de grande famille d'algorithmes. Et donc là, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que je les ai nourris de ces cartes. Alors je les ai retravaillées, les cartes. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était ces fortifications. Donc je me suis vraiment centrée là-dessus. J'ai ensuite nourri l'algorithme avec toutes ces cartes, et donc lui, à son tour, a fait des itérations, c'est-à-dire que petit à petit, il a généré des cartes plus ou moins définies, plus ou moins très très différentes les unes des autres, et j'en ai sélectionné celles qui me semblaient présenter une progression vers l'abstraction et donc vers un autre portrait de la ville de Thionville. Voilà, c'est ça. Et l'idée d'abstraction, l'intérêt pour vous, quel est-il ? C'est d'essayer de trouver ou d'arriver à une forme d'essence de la ville et de se poser la question quelle serait l'essence de la ville dans ce qu'on en perçoit. Et donc là, effectivement, un des visuels les plus abstraits, on pourrait encore percevoir cette idée d'enceinte et de fortification, mais ça prend une toute autre forme, et donc c'est comme si c'était l'essence qui nous restait de la perception de cette ville. Et encore une fois, c'est une perception parmi beaucoup d'autres. Et on voit dans certaines images des gros pixels. Ça fait vraiment partie de la plasticité, du côté plastique, de l'intérêt de l'image. Et pourquoi, c'est une question de néophyte, on va dire, pourquoi dans certaines images on voit plus de pixels que dans certaines autres ? On pourrait croire à une erreur parce qu'en général, une image pixelisée, c'est une erreur, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité. Mais là, c'est quelque chose que vous montrez et vous affirmez dans vos images. Donc, comment vous pouvez expliquer cette différence-là ? En fait, ce qui m'intéresse dans cet aspect assez effectivement pixelisé, comme vous le dites, c'est cette espèce de flou, de côté un petit peu nébuleux, qui vient recréer une sorte de frontière entre l'abstrait, le réel, et donc le pixel qui joue ce pont entre les deux. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de ne pas chercher à l'effacer ou à le reformater pour le faire disparaître, et vraiment de le garder en tant que tel. Et par rapport au logiciel, pourquoi à certains moments il y a des pixels et à certains moments il y en a moins ? Ça vient aussi de l'itération. En fait, les visuels sont de plus en plus précis, on va dire. Mais moi, je trouvais ça intéressant de garder des choses qui partaient du début du travail de génération à la fin, on va dire, puisque je trouvais qu'esthétiquement, ils avaient tous un intérêt assez différent. Et donc, j'ai pas pris juste les choses les plus abouties visuellement, si on veut retenir ce critère-là. D'accord, donc pour bien comprendre, plus on laisse travailler en fait l'algorithme, la machine, plus les images vont être définies. Oui, c'est en fait sur ce type de réseau neurones, en fait, c'est un aller-retour qui est fait entre une partie qui a accès au jeu de données et l'autre partie qui vient chercher à générer des choses autour de ça. Et donc, il y a une sorte de ping-pong qui est fait entre les deux. Et donc, le travail va vers une plus grande précision. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le processus dans son entièreté et pas seulement le résultat final qui d'ailleurs peut être aussi plus ou moins précis, ça dépend de comment le travail s'est déroulé, comment était le jeu de données, etc. Mais c'est vraiment le cheminement qui m'intéresse. Oui, le concept, et effectivement, et juste une petite dernière question, par rapport aux images, c'est toujours sur la forme, en fait, finalement, plus que sur le fond, mais les images qu'on voit, est-ce que celles qui ont le plus de pixels, ça va être celles qui sont le plus anciennes, alors, par rapport à ce que l'algorithme a produit ? Pas nécessairement. Ce qui est aussi assez intéressant avec ce type d'algorithme, c'est qu'il reste une part de mystère, dans le sens où on sait ce qu'on met dedans, on sait à peu près quel type de résultat on va avoir, mais il y a toujours une part de surprise. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, voilà, je mets ça, je sais qu'a priori je peux tendre vers tel type de résultat, mais il va se passer des choses en chemin que je ne vais pas nécessairement anticiper, et c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est très intéressant, toujours la surprise de la création. C'est ça. Donc Marion, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venue nous voir, d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Et donc on va terminer là-dessus, je pense, et on va accueillir donc Felipe Villas-Boas dans quelques secondes.
Oui, donc bonsoir Philippe Villas-Boas. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir sur le plateau Puzzle et pour le lancement de l'exposition Hiatus. La pièce que vous exposez ici a été réalisée en partenariat avec l'IUT de Metz, le département GMP et l'ENIM. Donc je vous laisse présenter le travail que vous avez produit et ensuite on pourra poser les questions du public. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire si vous avez des questions à poser en direct à l'artiste qui est en train de présenter son travail. Voilà, Philippe, je vous laisse présenter. Bonsoir à tous. D'abord un petit mot pour quand même remercier les équipes du Centre Jacques Brel et du Puzzle, parce que c'était pas facile d'organiser tout ça dans ces conditions qu'on connaît. Et puis un mot aussi pour l'IUT Génie mécanique et productique de Metz qui a accepté de jouer la partition technique de cette installation, puisque c'est une reproduction qu'on a déclinée avec un robot Yumi qui nous ont mis à disposition. Donc un grand merci à eux. Et ensuite, pour présenter rapidement l'installation, c'est un robot qui est puni préventivement. L'installation s'appelle The Punishment. Et j'ai décidé de punir ce robot préventivement parce que j'en avais un petit peu assez qu'on nous agite toujours le même chiffon rouge autour des questions d'intelligence artificielle. Et ça m'agaçait finalement de revoir tout le temps cette même émotion autour de cette question-là, de la technique, qui pour moi était une façon de finalement faire peur et de mettre en concurrence l'homme et la machine. Et voyant ça, je me suis dit, mais si je dois croire à cette histoire, si je dois croire à ce mythe, parce qu'en réalité c'est un mythe qui ressurgit souvent, en fait, à chaque fois qu'on a un nouvel outil, ce mythe revient, mais j'y reviendrai. Je me suis dit, si je dois croire à cette histoire, eh bien je prends une entité automatique, robotique d'aujourd'hui, et je la punis préventivement pour tous les autres, puisqu'on nous dit qu'elles vont nous dépasser, qu'elles vont se rebeller contre nous. Je me suis amusé à essayer de retourner quelque part le mythe, à le saper, à essayer de le déconstruire, puisque on sait bien qu'en fait ces outils-là sont nos enfants, sont nos créations, donc ils sont tout autant humains que nous. Et quelque part, même si le mythe a sa fonction, on va dire, un peu à la manière des contes, c'est-à-dire que on raconte des contes aux enfants pour se faire peur et en même temps pour commencer à s'armer un petit peu dans la vie. Et je suis bien conscient finalement de cette fonction du mythe, c'est-à-dire que là il ressurgit, on le voit ressurgir de manière très 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 importante aussi parce qu'on vient de vivre, on est encore dans cette accélération technologique où il y avait un premier tapis comme ça d'automatisation mécanique qui a été largement initié au début de la révolution industrielle et qui aujourd'hui est doublé par un second tapis d'automatisation de nos fonctions cognitives cette fois, avec les algorithmes et ce qu'on range sous l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc ça me paraissait intéressant de venir déstabiliser ce mythe, parce que même s'il nous sert un peu à nous construire, à nous renforcer un petit peu sur ces questions-là, il nous déstabilise forcément, on apprend à utiliser ces nouveaux outils. Et d'ailleurs, moi je déplore que finalement, on a un usage des algorithmes aujourd'hui qui est principalement dédié au profit, au secteur marchand, et le trading à haute fréquence en est peut-être le plus important des exemples. Et c'est assez drôle de voir qu'on arrive à... Il y a un petit groupe sur Reddit qui a fait un petit cours récemment, il y a quelques jours, et qui a joué finalement avec ces mécaniques de trading à haute fréquence et qui a réussi quelque part à déjouer cette écriture automatique. Mais tout ça pour dire que oui, ces outils sont nouveaux, on les a en main depuis peu,
Et derrière ce chiffon rouge, derrière cette peur qu'on nous agite, moi j'avais envie de dépasser, voilà, de créer un petit tremplin humoristique, ironique, pour essayer d'emmener les gens sur des questions qui, moi, me semblent plus importantes relatives à l'automatisation en général, qui sont bien sûr le niveau d'automatisation qu'on souhaite tous. Est-ce que tout est à automatiser ? On a quand même nous-mêmes quelques fonctions encore mécaniques et cognitives à l'intérieur de nos corps, et on doit aussi les utiliser. Donc il faut aussi se répartir quelque part un peu la tâche, même s'il y en a certaines qu'on peut facilement déléguer, et dont on se défait sans aucun problème, comme la punition, comme les lignes qu'on recopie. Et d'ailleurs, tous les enfants qui voient l'installation me demandent tout de suite s'ils peuvent se procurer un modèle similaire, puisque malheureusement, la technique de la répétition, de la punition, est quand même quelque chose qui reste utilisé aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, derrière donc cette question de peur, pour moi, il y a vraiment les questions de quel est le niveau d'automatisation qu'on souhaite tous, quel est le cadre juridique à ces questions-là, à ces utilisations-là, à ces usages approfondis et étendus des algorithmes. Et il y a aussi bien sûr la question de l'éducation. L'installation est une sorte de métaphore finalement de l'apprentissage machine. À ceci près que pour moi l'apprentissage il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre de la connaissance dans les objets, mais en même temps en essayant de transférer des capacités disons intellectuelles, on est en train aussi d'apprendre ce qu'on est nous-mêmes, quoi, de mieux définir ce qu'est humain. Et enfin, pour moi, la dernière question qui est née un peu de cette installation, et c'est peut-être d'ailleurs la plus importante, c'est la question du contrat social. Il se trouve qu'on a bâti nos sociétés sur la rémunération du travail, et bien, si ce travail est de plus en plus automatisé, mécaniquement, cognitivement, va se poser, bon an, mal an, quand même, cette problématique des ressources et du coup, donc, du modèle de notre contrat social et de la répartition et du minimum qu'on pourrait finalement se redistribuer, puisque ce sont quand même des outils qui sont entre les mains de très très peu de personnes. Or, si, en caricaturant un peu, mais or si ces outils entre les mains de peu de personnes sont quelque part une des seules formes de création de richesse, ce que personne ne souhaite, hein. De toute façon, ils seront confrontés, comme tout le monde, aux limites des ressources planétaires. Mais quand même, restera que ces outils puissants, capables d'abattre beaucoup de travail, ont remplacé et continueront de remplacer un certain nombre de métiers. D'ailleurs, c'est assez amusant de remarquer que le radiologue est plus en danger que la femme de ménage, et ça, c'est une belle... j'ai envie de dire, c'est un beau retour de la question de l'intelligence de la main dans l'économie. Et oui, voilà, je terminerai là-dessus. Très bien, vous parliez d'éducation, vous avez travaillé là en partenariat avec un IUT, donc avec une école. C'était la première fois dans la création de cette œuvre ou vous aviez déjà travaillé avec une école pour produire ce travail ? Alors non, c'est un dispositif de reproduction que j'aime bien adopter parce que, eh bien, au lieu de déplacer du matériel, avoir des frais de transport... Et simplement finalement venir un jour, installer, repartir. D'une, ça me permet d'éliminer une partie des coûts. De deux, ça permet de travailler avec le même savoir-faire qui existe localement et qui peut être aussi valorisé. Et c'était tout à fait le cas ici. Et pour moi aussi, c'est une façon de ne pas m'ennuyer, puisque si j'avais toujours la même installation à mettre en place, ce serait un peu triste, je trouve. Or, l'art numérique, c'est aussi l'art de l'itération, quoi. C'est l'art de la répétition ou de la reproduction et de son évolution
comment on peut améliorer à chaque fois le projet. Et là, pour le coup, on a pu réaliser une version totalement ou quasiment originale, puisqu'on utilise un robot, un double bras robotique qui est un Yumi, et donc qui a la particularité d'être encore plus, disons, qui véhicule encore plus qu'on anthropomorphise encore plus, puisque Oui, bien sûr. avec deux bras. Il a un tronc et on voit bien qu'il est penché comme ça sur la table, et finalement on le plaint, ce robot, d'être autant puni. Mais c'est très bien. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Et c'est intéressant de voir que les ingénieurs et les artistes peuvent travailler ensemble et réussir à se comprendre aussi, parce que la manière de parler, le langage n'est pas le même, et pouvoir aussi s'apporter des choses mutuellement et des défis aussi mutuels, des défis partagés. Si je peux rebondir là-dessus, moi comme disait Gilbert Simondon, qui est un philosophe des techniques français, lui, il poussait les gens finalement à acquérir autant une culture technique, disons, qu'une culture générale classique, puisque pour lui, la culture technique faisait autant partie, ne devait pas être séparée comme ça de la culture générale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, cette question du savoir-faire, elle est centrale dans l'art, mais pas que. Bien sûr. Merci beaucoup de la présentation. Nous allons donc accueillir maintenant Clément Bedel.
Bonsoir Clément. Merci d'être ce soir avec nous pour parler de votre travail de peintre. On expose ici donc à Puzzle 2 tableaux qui datent de 2018, qui ont le même format 90 par 120, Ouais, par 120, c'est ça. Et donc vous êtes un jeune artiste issu de l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Merci d'être venu ce soir et de nous présenter votre travail en live. Je vous laisse la parole pour nous présenter votre pratique artistique et les 2 tableaux en particulier que vous exposez dans l'exposition Hiatus. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que c'est important de faire des expositions aujourd'hui dans le climat actuel. Donc voilà, puis merci aux auditeurs de nous écouter. Donc comme vous l'avez dit, je présente 2 tableaux donc, de même format. Donc le premier il s'appelle Shimmering for Reality, c'est celui avec le phare au loin. Et le deuxième c'est Dune, donc avec ce personnage très sombre et ce carré de lumière. Donc en tant que peintre en 2021 c'est assez compliqué. Il y a toute une histoire de la peinture qu'il faut prendre en compte, qui peut parfois être écrasante. Voilà. Mais donc moi je suis donc faut apprendre à composer avec ça. Donc ces 2 tableaux sont particulièrement inspirés par le romantisme allemand. Donc c'est entre le fin 18e début 19e siècle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà quoi, Gaspard David Friedrich, c'est un peu la figure de proue. Et c'est des grands paysages où le personnage est tout petit et c'est vraiment met en valeur la luxuriance du paysage, des arbres, de la forêt, tout ça. Et donc moi j'ai essayé de faire des réinterprétations contemporaines de ces paysages-là. Donc surtout dans Dune, en fait, voilà, le paysage, ça devient cette masse de déchets qu'on peut voir un peu partout, qu'on exporte voilà, en Asie du Sud-Est, dans nos océans. Et le personnage, lui, cette fois, prend une position qui va être beaucoup plus centrale, donc très grande par rapport au format comparé à ce romantisme. Et voilà, une figure assez noire, mais avec ce carré de lumière. Donc ce carré de lumière, il peut être interprété de 2 façons. Donc ça fait référence aussi à la peinture. Ça peut être la toile blanche dans la tête du Wandermaler, encore un mot allemand qui signifie le peintre errant, donc un concept aussi de cette période-là. Et voilà, donc la toile blanche, après, bien sûr, le carré blanc, ça fait référence aussi à Malevich, le carré blanc sur fond blanc, ce genre de choses. Mais au-delà de ces références purement peinture, c'est aussi une... Après, c'est vrai que la peinture, il faut l'avoir en vrai, c'est important. Et en vrai, on voit vraiment la luminosité de ce carré blanc qui éclaire aussi le spectateur. Donc il y a tout un jeu de regard qui se crée et au lieu d'avoir le rapport normal d'un spectateur par rapport à la peinture, où je vais regarder quelqu'un qui est dans l'image et regarde lui le paysage, là le spectateur nous renvoie ce regard. Et c'est un peu paradoxal parce qu'il est de dos, mais la lumière nous éclaire et est dans notre direction. Donc on devient nous aussi quelque part le sujet de l'œuvre. On est éclairé par ça et ça nous remet en cause aussi, ça nous voilà quoi, ça nous inclut à ces problèmes d'aujourd'hui et nous pose des questions et nous met aussi en cause. Voilà. Et après l'autre toile, donc Shimmering for Reality, c'est quelque chose qui est plus dans la mouvance de ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est tout un c'était le début en 2018 de cette nouvelle série et c'est voilà quoi, mélanger beaucoup d'éléments, toujours ne pas avoir le visage des figures pour qu'on puisse s'y identifier plus facilement. Et là par exemple sur cette toile il y a un ciel qui est très menaçant, qui est gris sombre, mais il y a ce phare lumineux au loin et pour toujours garder une lueur d'espoir. Il y a aussi cette dune de déchets un peu abstraite au fond. Mais voilà, avoir toujours ce rapport entre différents éléments, une nature aussi qui pousse et qui continue à exister. Donc des environnements un peu comme ça que j'appelle post-consuméristes quelque part, mais où il y a une vie qui est encore là, qui renaît, qui existe et cet espoir qui perdure quelque part, parce que c'est important, il y a encore de belles choses à préserver. Oui, donc c'est
c'est intéressant cette vision en fait que vous apportez avec votre peinture dans une exposition collective comme Hiatus, qui est aussi une exposition dans laquelle on pourrait s'attendre de voir des œuvres plutôt numériques, mais on a votre travail de peinture. Donc cette confrontation avec des œuvres plus numériques et plus finalement avec une technologie de notre époque, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne question. Comme je disais avant, être peintre aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécifique. On est complètement en contre-pied du monde d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de beau dans garder, voilà, c'est plusieurs mois pour faire une image, quelque chose qui va aussi prendre du temps à appréhender. Donc, c'est-à-dire, le spectateur peut venir regarder les grains de la toile, les coups de pinceau et tout ça. Je pense que dans un monde d'aujourd'hui où tout va très vite, où on a des vidéos, on consomme beaucoup d'images très très vite, avoir quelque chose justement qui soit très reposant et où on passe vraiment du temps en profondeur à la regarder. On regarde une toile à 50 cm, à 2 mètres, c'est pas du tout la même chose. La lumière, c'est différent aussi. Et garder ce rapport aussi au créer avec ses mains, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je pense que la peinture aujourd'hui, elle a aussi son mot à dire par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire forcément un exercice de portrait ou d'objet, ça peut aussi parler du monde dans lequel on vit et tout ça. Donc ouais. Oui, et par rapport à votre évolution, donc là, ce sont des toiles qui sont issues de séries, c'est ça Oui, surtout la deuxième, comme je mentionnais, qui était un peu l'origine de la série sur laquelle je travaille actuellement, donc en 2018. Donc mon propos reste toujours le même, c'est que je suis très concerné par l'environnement et tout ça, mais plastiquement, ça a évolué de façon différente. C'est-à-dire que maintenant, je travaille plutôt sur le très grand format, donc des toiles qui vont faire jusqu'à 3,50 m de long et toujours voilà, ces environnements où il y a de plus en plus l'architecture qui prend place et toujours ces personnages qui sont un peu... donc il y a un autre mot allemand qui s'appelle, excusez-moi, le Weltschmerz, donc c'est le sentiment de ressentir sur soi un peu le poids du monde. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez passif, qui n'est pas douloureux et qui est un peu insidieux aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est très individualiste et voilà, il y a le personnage qui est un peu seul dans cet environnement, qui essaye de trouver sa place, qui est un peu perdu, qui est oppressé, pas forcément de façon violente, mais il y a ce rapport aussi avec l'espace et voilà quoi, surtout dans les grands formats, maintenant ça me permet de garder toutes ces pistes dans la même peinture, donc avoir des respirations, avoir justement une profondeur plus grande aussi, et voilà quoi, créer de vrais environnements presque qui essayent presque de toucher une certaine utopie quelque part. Et cette utopie que vous recherchez dans vos tableaux, elle est inspirée par des images que vous trouvez où exactement, ou c'est des choses que vous sortez directement de votre imaginaire ? Les deux. Donc j'ai passé les 4 dernières années en Serbie, dans les Balkans, et j'ai été profondément touché par l'architecture brutaliste et notamment les monuments. Donc je vous invite à aller voir les spomeniks, ça s'appelle. Donc c'est des bâtiments de béton gigantesques de 20 mètres de haut et c'est encore, je travaille aussi beaucoup sur le paradoxe, c'est-à-dire aller s'amuser à construire en haut d'une montagne un bâtiment en béton de 20 mètres de haut qui représente une fleur, c'est quand même assez exceptionnel. Donc il y avait aussi avec ces monuments toujours rechercher un rapport avec la nature, avec l'univers et une sorte d'union et voilà quoi, trouver. C'était aussi voilà après la Seconde Guerre mondiale, après le fascisme, et c'était trouver aussi un moyen de vivre tous ensemble et de se réunir autour de quelque chose qu'on partage tous. Et pour vous, la peinture, ça rejoint cette idée-là ? Vous parliez d'idéal Ouais, pour moi, la peinture, c'est pour ça. Je ne peins pas pour rester dans mon atelier et faire ça. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais le plus important, c'est de partager ça et d'essayer de partager une vision du monde et de changer le monde quelque part, quoi. Ça, c'est au cœur de ma pratique. Ouais. Super. Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc nous allons maintenant accueillir Philippe Garinck. Bonsoir Philippe Garinck. Bonsoir Emmanuel. Donc merci d'être présent ce soir. Vous êtes un artiste, vous habitez près de Nancy, donc un artiste de la région. Et vous exposez dans l'exposition Hiatus dans 2 espaces à Puzzle et dans 2 vitrines. Vos éléments. Et il y a une vitrine qui est située dans l'espace Images et Sons. Donc je vous laisse la parole pour pouvoir présenter ce soir votre travail, votre démarche et aussi les éléments que vous avez choisi de proposer dans cette exposition Hiatus avec la thématique art et nouvelles technologies. D'accord, merci. Donc pour commencer, je remercie bien donc la ville de Thionville et puis aussi toute l'équipe du Puzzle de cette invitation et puis toi aussi Emmanuel pour cette invitation. Donc la proposition était intéressante, dire voilà, dans ce nouveau bâtiment qui est Puzzle de l'architecte Dominique Coulon, donc une très belle architecture. Vous avez choisi aussi d'exposer des travaux, des photos d'un studio italien d'urbanisme assez ancien des années 70 qui s'appelle Super Studio. Donc c'était des images que moi je connaissais et qui sont vraiment assez importantes dans l'histoire de l'art. Et en plus, on se retrouvait dans une proposition avec des vitrines. Donc ça faisait aussi écho à mon travail, donc un peu de maquettiste, entre guillemets. Donc je vais expliquer tout ça. Donc le projet s'appelle Vie Invisible. Donc c'est un projet qui date maintenant pour moi. C'est un livre en fait à la base de Italo Calvino. C'est un auteur italien décédé aujourd'hui, assez connu en France. Donc ce livre relate un petit peu l'histoire de Marco Polo à la cour en fait de l'empereur Kublai Khan. Donc j'ai choisi pour commencer de lire un extrait pour un peu resituer l'imaginaire finalement et puis la proposition. Donc je vais vous le lire. Super, merci. Ça dure pas très longtemps. Oui. Voilà. Donc le livre est basé sur un dialogue imaginaire entre Marco Polo et l'empereur. Les villes qu'il a visitées au cours de ses voyages sur les terres de l'Europe. Donc voilà, au centre de Fedora, métropole de pierre grise, il y a un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. Si l'on regarde dans ces boules, on y voit à chaque fois une ville bleue qui est la maquette d'une autre Fedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou une autre, elle n'était devenue telle qu'aujourd'hui nous la voyons. À chaque époque, il y eut quelqu'un, un jour, regardant Fedora comme
elle était alors, imaginer comment faire la ville idéale. Mais alors même qu'il en construisait en miniature la maquette, déjà Fedora n'était plus ce qu'elle était au début, et ce qui avait été jusqu'à la veille l'un de ses avenirs possibles n'était plus désormais qu'un jouet dans une boule de verre. Fedora, à présent, avec ce palais de boules de verre, possède son musée. Tous ses habitants la visitent, chacun y choisit la ville qui répond à ses désirs. Ils la contemplent et imaginent qu'ils se mirent dans l'étang des méduses qui auraient dû recueillir les eaux du canal s'il n'avait pas été asséché, qu'ils parcourent perchés dans un baldaquin l'allée réservée aux éléphants, à présent interdit dans la ville, qu'ils glissent le long de la spirale du minaret en colimaçon, qui ne trouva plus le terrain d'où il devait surgir. Sur la carte de ton empire, ô Grand Khan, doivent trouver place aussi bien la grande Fedora de pierre et les petites Fedoras dans leurs boules de verre. Non parce qu'elles sont toutes également réelles, mais parce que toutes ne sont que présumées. L'une rassemble ce qui est accepté comme nécessaire, alors qu'il ne l'est pas encore. Les autres, ce qui est imaginé comme possible, et l'instant d'après ne l'est plus. Donc, voilà. Donc ce passage, donc, c'est pour citer un petit peu cet auteur et montrer finalement aussi ce grand imaginaire qu'il a déployé autour des villes. Donc pour moi, ce projet Ville Invisible qui est présenté ici, c'est une espèce de continuum, on peut dire, de recherche liée à la fois à l'architecture, à une passion personnelle pour l'architecture et aussi pour tout ce qui est du monde de la sculpture. Donc j'ai toujours souhaité, en fait, dans mon travail de plasticien, où j'ai toujours tenté finalement d'effacer un peu le geste. J'étais peintre et je suis toujours dessinateur, mais dans mon travail plus procédural, plus conceptuel, je me suis dit comment finalement installer une espèce de filtre entre ma main et le support. En fait, j'ai été pendant plusieurs années en fait, dans un centre de formation et de recherche dédié aux matériaux verts ici en Lorraine. Donc d'abord en tant que formé, puis après je suis devenu moi-même enseignant là-bas, enseignant de dessin, puis enseignant aussi pour tout ce qui touchait aux technologies 3D. Et ce moment a correspondu en fait à l'époque où tout ce qui touchait à l'impression 3D a commencé à devenir beaucoup plus fréquent et a investi un peu le champ aussi de l'art. Donc j'ai été mandaté pour chercher finalement dans quelle mesure on pouvait entretenir un rapport, on pouvait essayer de créer des rapports entre le matériau vert, des matériaux classiques, comme la céramique, le verre, donc des matériaux plus artisanaux, et l'impression 3D. Donc toutes ces micro-sculptures qui sont présentées ici aujourd'hui sont donc à la fois des expérimentations technologiques, donc comment finalement adapter sa micro-sculpture aux possibilités de la machine, donc ce qui intègre une contrainte qui était pour moi très intéressant, et aussi comment finalement produire finalement de l'imaginaire, parce que ces technologies-là, elles vont permettre de créer des choses très précises, très mesurées, très contrôlées, de répéter, de copier, comme on peut le faire aujourd'hui dans la retouche d'image. Donc pour moi, c'était vraiment finalement c'était créer de l'architecture miniature à ma mesure et pouvoir après l'imprimer, la produire. Donc il y avait ce passage finalement pour les gens qui sont dans les arts plastiques, passage finalement du plan au volume, ce qui pour moi était toujours intéressant. Et cette capacité qu'a le dessin 3D d'être à la fois dans le plan, mais à la fois aussi dans le volume, dans la réalité. Donc voilà, j'ai joué de cette frontière entre images finalement de cette utopie que pouvaient être mes architectures, parfois finalement faisant référence à l'histoire de l'art. Il y a des pièces autour des tableaux de Di Chirico, cette peinture métaphysique, et ces espaces un peu imaginaires où on serait amené à se balader de façon hypothétique, donc un peu dans ces scènes de 3D, des images de synthèse, et puis d'autres sculptures, d'autres micro-sculptures qui sont plus liées finalement à la technologie, ou comment pousser la technologie dans sa limite pour que quand même, oui, ces architectures puissent exister, mais qu'elles soient aussi l'occasion de voir jusqu'où c'est possible d'imprimer du verre, d'imprimer de la céramique. Donc on retrouve ici à la fois des matériaux nobles comme le métal, la céramique et le verre, et aussi des matériaux plus communs aujourd'hui comme le plastique frité, le plastique en fil. Voilà. Donc c'est tout un ensemble de sculptures donc, qui datent certaines d'il y a 10 ans jusqu'à certaines qui ont été produites spécialement pour l'exposition et qui sont toujours donc à la fois expérimentales au sens de la fabrication, même si la réussite de la forme est quand même essentielle pour moi, mais elles sont quand même toujours le fruit d'une mise en jeu d'une forme, parce qu'on la conçoit sur ordinateur et après on l'imprime, elle prend sa place dans le réel, et là il y a toujours d'autres choses qui apparaissent, peut-être des choses plus liées à mon histoire personnelle, ou alors des choses plus propres à la forme, à ce qu'elle peut entretenir comme dialogue aussi avec celui qui la regarde. Voilà. Donc c'est
ces sculptures sont accompagnées de quelques images ici aussi. Donc parce qu'il y a toujours comme ça un dialogue qui est mené entre ces images des objets 3D dans l'espace 3D virtuel et puis les objets 3D une fois qu'ils sont imprimés par cette technologie-là. Donc voilà, voilà en gros l'ensemble du travail qui est présenté ici. Donc cette série de petites sculptures, en fait, parce qu'elles font partie d'une série, bien sûr, voilà, c'est une série, mais elles ont chacune, je pense, une histoire personnelle, une histoire particulière, en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a... Oui, ça, oui. Parce qu'elles sont très différentes, donc il y a une réflexion particulière qui est aussi intéressante à explorer. Peut-être que vous pourriez nous parler d'une des petites sculptures en particulier avec une histoire. Oui, alors je peux en parler de plusieurs. Il y en a une qui est faite en fait avec une technologie assez précise qui aujourd'hui n'existe plus, qui était de l'impression de microbilles de verre. Donc c'est des microbilles de verre, dans des toutes petites billes de verre qui sont utilisées dans les peintures qu'on va passer sur l'autoroute ou dans les passages piétons, vous savez, qui réfléchissent la nuit. Donc en fait c'était une entreprise basée aux États-Unis qui avait remplacé la poudre métallique par des microbilles de verre. Et donc je me suis retrouvé en fait avec la possibilité d'essayer d'imprimer une sculpture avec eux. Et donc j'ai appelé ça Vitruvius. Donc c'est le nom de Vitruve. Vous savez, c'est cet architecte romain, c'est le père de l'arcade, etc. Et en me disant, le matériau là, il est pas stable parce qu'il va être imprimé froid, puis après il va chauffer pour être fusionné, pour devenir durable. Mais donc comment faire une sculpture qui est finalement une constante de toutes ces parties. Donc là on voit bâtiment à 3 étages fait d'arcades qui sont superposés. Donc voilà, les murs, le sol, tout est fait d'arcades. Et en pensant à la chose comme une fois que ça va chauffer, une fois que on va monter cette pièce en température à 700 et quelques degrés pour que les microbilles se collent entre elles, parce que le verre se colle autour de 700 degrés, 650 degrés, comment je vais faire en sorte que tout le facteur de rétrécissement, puisqu'une fois que ça chauffe, ça se tasse, va pouvoir ne pas déformer le projet de base. Voilà, donc ça c'est un enjeu plus technique, un peu plus une filiation intérieure dans l'architecture classique, dans les grandes choses. Et puis il y a des pièces plus simples. Il y en a une qui s'appelle Balance, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Donc c'est une maison comme ça qui ressemble à une forme de U qui a été imprimée en métal. Et voilà, c'est plutôt à l'image d'une relation ou d'une famille ou d'un couple dans lequel si quelqu'un rentre d'un côté de la maison pourrait se mettre à pencher d'un côté, et puis si quelqu'un rentre de l'autre côté de la maison, alors la maison se retrouverait en équilibre. Donc c'est à la fois une hybridation, et je crois qu'aujourd'hui c'est le constat que je fais entre des histoires personnelles du quotidien et puis peut-être une réflexion générale sur l'art ou l'histoire de l'art. Voilà. C'est ce qui fait un peu aussi l'originalité de chacune, et qui n'est pas une répétition continuelle d'une forme que je tenterai d'épuiser, mais plutôt un morceau choisi d'une pratique quotidienne. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, on est arrivé au bout de la tournée des artistes présents ce soir. Vous avez cité Super Studio. Effectivement, on a des pièces de Super Studio, donc ce groupe d'architectes aussi, donc qui n'ont pas été présentés ce soir, mais qu'on peut découvrir dans l'exposition, et par des podcasts également. Et nous avons aussi la peintre Sylvie Fanchon qui fait partie de cette exposition collective. Donc nous vous remercions en tout cas de nous avoir suivis ce soir. Nous espérons que vous avez apprécié ce live, et nous vous invitons. Donc l'exposition dure jusqu'au 6 mars, et nous vous invitons à la prochaine présentation sur ce plateau, qui sera une table ronde le 11 février à 16h. Avec 2 de nos artistes et 2 intervenants extérieurs qui sont enseignants, un dans une école d'art, Olivier Ageron, et le second dans une école d'ingénieurs, Bart Lamirois. Je vous remercie, et nous vous remercions tous. À très bientôt. Merci.